l'Association des Tunisiens des grandes écoles. Je me présente, je suis Elim Ahmedi, vice-présidente de Atush Tunis. Ce webinaire est organisé en collaboration avec Atush France et Atush UK. La session d'aujourd'hui donc est consacrée au secteur des assurances. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de permettre à la majorité des participants de se connecter et de se joindre à nous, je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter un peu l'action de la TUJ en fait, depuis le début de la crise du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, la TUJ a lancé plusieurs initiatives à travers ses 3 bureaux en Tunisie, en France et au Royaume-Uni. Alors, nous avons tout d'abord organisé une campagne de collecte de fonds. Alors, je vais juste projeter en fait la carte. Voilà. Donc, cette campagne a très bien marché grâce à vous, grâce à votre générosité. Donc, nous avons réussi à collecter plus de 100 000 euros qui ont permis en fait d'acheter du matériel médical pour des hôpitaux de la Tunisie. Comme vous pouvez le voir sur la carte, ces hôpitaux sont répartis un peu partout au niveau des régions tunisiennes. Donc, merci à vous, merci pour votre générosité. Le deuxième de notre action en fait consiste à accompagner les étudiants tunisiens à l'étranger. Comme vous le savez, la mission historique de la TUJ a toujours été au début a été d'aider les étudiants tunisiens qui font faire leurs études à l'étranger, et il était tout à fait normal dans ces conditions un peu exceptionnelles de les accompagner parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Donc on a conservé une partie de la cagnotte en fait pour les aider, et on a fait ceci en partenariat avec la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris pour aider un peu plus de 120 étudiants à travers une aide financière provisoire. Notre action ne s'arrête pas là. En fait, aujourd'hui, on sait aussi aider les familles nécessiteuses en Tunisie. On est en train de travailler pour cela avec des associations présentes sur le terrain, comme l'association ASEN, l'association de soutien aux enfants et le CRT, le Croissant-Rouge tunisien. Donc, notre campagne de collecte de fonds se poursuit. Du coup, n'hésitez pas à donner, à partager. On a vraiment besoin de vous pour aider tous ces gens. Parallèlement à cela, en fait, tous les événements de la TUJ, vu la situation, sont passés en mode e-conférence à distance. Donc, nous avons organisé une série de webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui. Ces webinaires traitent de différents sujets pour aider. C'est un espace d'échange, de débat, de réflexion pour aider notamment à la lutte contre la pandémie et ses conséquences économiques, financières et sociales. Nous avons donc déjà organisé des webinaires sur le secteur de la santé, sur l'entrepreneuriat, les industries créatives. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet porte sur les assurances. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Vous êtes nombreux à nous suivre. Lors de ce webinaire, nous allons revenir sur les impacts de la crise du Covid-19 sur le secteur des assurances en Tunisie, avec un focus sur les risques techniques et financiers ainsi que les défis opérationnels du secteur. Nous essaierons vers la fin de ce webinaire de parler également du futur de l'assurance, notamment les transformations et les innovations nécessaires à opérer au niveau du secteur après la crise du Covid-19. Ces problématiques seront adressées aujourd'hui par un panel exceptionnel. Donc, nous sommes ravis d'accueillir des dirigeants de compagnies d'assurance, de réassurance et du consulting. Donc, Si Hassan Fqih, directeur général de Star Assurance, marhaba Si Hassan. Madame Najla Harouche, directrice générale de Assurance Biat, marhaba madame. Si Iskander Naïja, directeur général de Ami Assurance. Si Iskander. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, nos 3 dirigeants aujourd'hui, en fait, sont à la tête de compagnies d'assurance tunisiennes multibranches qui font environ 30% en fait, de part de marché du secteur en Tunisie. Nous recevons également Si Amin Braki, qui lui est réassureur basé à Londres. Il est vice-président chez Archre. Marhaba bik Si Amin. Et last but not least, c'est Lotfi Bakouche qui est consultant en charge du secteur des assurances chez Accenture UK and Island Risk et qui a gentiment accepté de modérer le panel aujourd'hui. Alors, juste avant de vous céder la parole, je rappelle quelques points d'ordre technique. Donc, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez interagir avec nous tout au long de la session en posant vos questions sur le bouton Q&R en bas de votre écran.
Vous pouvez également, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, poser les questions en commentaire et nous essaierons en fait de traiter les questions à la fin de la session. Voilà, à vous la parole, si Lotfi. شكرا ريم، ومرحبا بأعزائنا المشاركين في حلقة أخرى كما قلت من حلقات التوج. اليوم مخصصينها لقطاع مهم برشا بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للمجتمع، اللي هو قطاع التأمين، اللي عموما حسب رأيي الخاص أنه مازال مش مفهوم ومش ماخذ حظه من الاهتمام اللي لازمه في تونس، وحظوظه معناها ما زالت متوفره برشا باش في النمو واحد كلام. عندنا ان شاء الله اليوم معنا حوار مشوق برشا، معنا نخبه من احسن رجالات القطاع في تونس وحتى في المنطقه، مش في تونس بركه، ما شاء الله عليهم، ونتمنى باش يكون حوار مثري ومعناها يكون في مستوى امالكم وفي مستوى توقعاتكم. عندنا 4 أقسام باش كما تفضلت الأخت ريم فسرت لكم. عندنا 4 أقسام، 4 محاور باش نتناولوها، باش نتناولوا نظرة على لمحة على القطاع قبل الكوفيد 19، قبل الجائحة هذه، نشوفوا وضعيته نرى داخل الجائحة بموقع قوي ولا موقع ضعيف، وهذا باش يكون مدعوم بالأرقام، وبعد معها شوية حوار. بعد ندخل في لب الموضوع نتاع الجائحه والكورونا والكوفيد 19 ايش عمل على القطاع وشنو تاثيراته في جميع المجالات، ومن ثم نتناول القسم المحور الثالث والرابع. المحور الثالث هو اللي باش نشوفوا ما بعد الجائحه، كيفاش القطاع هذا باش يتطور وكيفاش باش يجابه، شنو الدروس وشنو الاحتياطات اللازمه اللي باش ناخذوها بعد الجائحه، وعلى مدى ابعد القسم الاخير على ما ابعد كيفاش نطوروا القطاع هذا ونمشي معناها، وكيفاش نبنيوا على تطوير ونمو اكبر يبلغ النسبه اللي نشوفوها في الدول المتقدمه والدول الناميه كما في افريقيا. من غير ما نعطل عليكم، نعرفكم كلكم قاعدين تستنوا في البدايه المشوقه اللي هي تكون مدعومه بالارقام، مع سي امين عنده استعلامات رقميه على وضعيه القطاع قبل الكوفيد 19، ومن بعد نتنقلوا للمتداخلين من ناحيه نظرتهم على الوضعيه هذه. سي امين تفضل. عسلامة لطفي، عسلامة الناس الكل. Merci Lotfi, je vais grignoter quelques minutes de ton introduction. J'ai uniquement 5 minutes à introduire le marché tunisien des assurances. C'est OK pour le screen? Oui. Oui, on va. Donc en 5 minutes, je vais rester sur des indicateurs globaux ou d'ordre général en Tunisie. Déjà, juste pour revenir à la composition du secteur, on a un secteur qui se compose de 22 compagnies d'assurance. Il y en a 15 qui sont multibranches, c'est-à-dire tout simplement, ce sont des compagnies qui peuvent souscrire tous les risques, toutes les lines of business. On a 7 compagnies spécialisées, dont 5 en assurance vie, une en assurance crédit, qui est la Cotunas, et une en réassurance, qui est Tunis Re. Alors, ce secteur... Voilà. Je passe aux chiffres, Lotfi, et rapidement. Alors, point de vue chiffres, c'est un secteur qui génère 2,4 milliards de dinars de primes, avec en contrepartie une indemnisation de sinistre qui s'élève à 1 milliard 260 millions. Ce sont des chiffres 2018 publiés par le Comité général des assurances, et ce sont des primes qui progressent à un rythme plus soutenu que les indemnisations de sinistres depuis 2015. Deuxième chart, c'est les provisions techniques et les investissements, parce qu'on connaît tous les assureurs comme acteurs dans la protection de l'économie et des particuliers et des sociétés, mais il y a aussi un rôle qui est un peu inconnu ou mal connu des Tunisiens, qui est le rôle d'investisseur constitutionnel. Et on est à quasiment 6 milliards
dinars d'investissement versus 5 milliards de provisions techniques. C'est aussi pour les connaisseurs de l'assurance un signe de bonne santé du secteur. Pour revenir dans les détails, c'est aussi le ratio de couverture des provisions techniques qui est très important pour apprécier la santé d'une industrie des assurances. Après, il y a les fonds propres qui continuent à évoluer depuis une bonne dizaine d'années, et on est à 1 milliard 330 millions de dinars de fonds propres, une progression soutenue, je l'ai marqué quelque part, de 10% en évolution moyenne depuis 2014, qui est un double digit, une progression en double chiffre qui reste super intéressante à voir et qui donne une idée globalement, bien sûr, sur la santé du secteur. Bien sûr, il y a 4 compagnies qui ont vu une érosion dans leurs fonds propres et capital pendant ces dernières années, mais globalement, le marché se tient très bien. Une autre confirmation des bons résultats ou de la bonne performance de ce secteur, c'est les résultats techniques qui sont simplement le résultat de l'activité des assurances uniquement. Ce ne sont pas des résultats importants puisque la majorité des gains, disons, virtuels passent dans les provisions qui peuvent être retenues sur une période longue. Donc, pour moi, le chiffre le plus important reste les provisions techniques et le volume des investissements pour parler d'une bonne santé. Alors, rapidement, Lotfi, en respectant mes 5 minutes, il y a quelques points à noter par rapport à une double concentration du marché. On remarque qu'il y a une concentration du top qui reste à 1/3 regroupé entre 3 compagnies et quasiment la moitié du marché est géré par 5 compagnies. Après, il y a une autre concentration très visible et qui est aussi la situation de la quasi-totalité des marchés du Moyen-Orient et les marchés de l'Afrique du Nord, qui restent globalement comparables à celui de la Tunisie, que sont les assurances obligatoires. En Tunisie, ça reste à un chiffre de 57%, bien qu'on voit ces dernières années une progression très intéressante de l'assurance vie qui met très cher et qui reste à une moyenne de 15% les dernières années et qui représente désormais plus que 22% du marché, chose qu'on ne voit pas dans des marchés voisins. Par rapport à la résilience, je vais zapper ce point, je céderai la main par rapport à ce point à nos 3 DG présents aujourd'hui. Une dernière remarque, c'est un marché globalement en bonne santé, mais le potentiel reste énorme. On est à un taux de pénétration à 2 points du PIB, alors que dans d'autres marchés comparables comme celui du Maroc et le Liban, on est à des chiffres plus importants. Juste comme référence, par rapport au taux de pénétration à une échelle mondiale, on est à 6 points. Par rapport à la densité par personne, on est à $74. Je reste quand même avec mes réserves par rapport à ce chiffre parce que ça tient aussi en considération le taux d'inflation et la parité du pouvoir d'achat. Donc, on reste quand même en deçà de marchés comparables comme celui du Maroc ou du Liban et quasiment à 9 fois moins que la moyenne mondiale. Voilà en 5 minutes, Lotfi, une présentation du marché tunisien. Je te cède la parole. شكرا أمين. على ضوء اللمحة هذه عندنا
ثم شويه محاور للنقاش نطرحوها للمتداخلين معنا. اظن ثم ثلاثه نبداو بهم. السؤال الاول هو وضعيه القطاع قبل الجائحه، قبل كوفيد 19، الوضعيه الماليه معناها لي فوندامونتو نتاعو، يعني نراو هما سوليد ولا ما همش سوليد فينانسييرمون بارلون. باهي، هذه الوضعيه الاولى، المحور الاول. المحور الثاني باش نعطيكم ثلاثه محاور ومن بعد نبداو النقاش. المحور الثاني هو كما لمح الاخ امين، قال ثم كونسنتراسيون في التوب، عندهم لو انتير دو مارشي. نسمعوا دي زارغيمون اخرين، ثم ناس اخرين تقول لي المارشي فراغمونتي، عندنا اكثر من 20 22 كومباني. Donc, c'est un marché surassuré, surassuré dans le sens de معناها عدد الشركات. والحاجه المحور الثالث هو نوعيه الخدمات ونوعيه المنتوجات البرودوي، يعني اللي هي عندنا كونسنتراسيون في تامين السيارات. وقتاش يكون في ديفرسيفيكاسيون دو برودوي، معناها نخرجوا منتوجات اخرين لحمايه الافراد، لحمايه الشركات وانسي سويت. دوك هذوما ثلاثه محاور على وضعيه القطاع. نبداو بسي رفقيه. Bonjour à tous. مرحبا. Marhaba. Donc, par rapport au premier sujet, c'est l'autre fille, c'est ça? Oui. Par rapport à la solidité du secteur. Du secteur, voilà, solidité du secteur. Alors, par rapport à la solidité du secteur, en fait, tout dépend comment on l'évalue, en fait. Hein. J'ai vu une des questions qui est passée parmi les Q&A, c'est que est-ce qu'on utilise solvabilité 1 ou solvabilité 2 en Tunisie? Donc aujourd'hui, notre solvabilité, elle est mesurée sur la base d'une réglementation tunisienne qui est proche de solvabilité 1 qu'on trouve en France. Je pense que l'auditeur qui a posé la question est probablement en France. Et de ce point de vue-là, on peut dire que globalement, aujourd'hui, on a un secteur, comme l'a démontré Amine dans sa présentation, avec des fonds propres qui évoluent, etc. Donc, un secteur plutôt résilient et en bonne santé. Alors, la plupart des compagnies sont en bonne santé, mais on sait qu'il y en a quelques-unes, 2 ou 3, avec des ratios de solvabilité qui sont vraiment assez limites et proches de 100%. Si on évalue ça sur la base de solvabilité 2, là, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a vu qu'en Europe, solvabilité 2 a pu multiplier l'exigence de capital minimum aux alentours de 2 à 3 fois, hein, voire plus que 3 fois. Et donc là, le secteur, si on l'évalue avec cette norme-là, on ne peut pas dire que c'est un secteur solide. Il y a très peu de compagnies qui ont un ratio de solvabilité actuel, avec la réglementation actuelle, qui est supérieur à 300%. Hein, ça, et donc, là, on a en fait de vrais enjeux de rentabilité, des vrais enjeux structurels, notamment en assurance automobile et en assurance santé, qui à eux deux font aux alentours de 60% du marché tunisien, avec des ratios combinés qui sont supérieurs à 100% et donc très difficiles à rentabiliser. Merci. C'est vrai. Sur ce point, juste en connexion, on est au courant, les femmes ont tendance vers une réforme du régime de solvabilité. On peut l'appeler 1,5 au lieu de Solva 2. Avec cette tendance de réforme, Madame Harouche, est-ce que ça serait, on espère que ça serait un catalyseur pour une consolidation au niveau du marché, vu la fragmentation au niveau du marché?
Bon, c'est une question un peu difficile. Là, il faut prévoir, prévoir un peu l'avenir. Et je n'ai pas l'expérience de marché. Il faudrait regarder un peu ce qui s'est passé ailleurs dans d'autres marchés quand il y a eu ce type de durcissement. Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont disparu carrément, ou est-ce qu'effectivement il y a eu plutôt des regroupements? Parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle. Si on n'est pas bon chacun tout seul, on ne sera pas bon ensemble. Mais donc il y aura certainement, s'il y a un durcissement de la réglementation, besoin de consolider les fonds propres d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, effectivement, la problématique de la concurrence un petit peu acharnée, avec 21 compagnies sur un marché qui reste quand même, qui ne se développe pas beaucoup, malgré tout, même s'il y a une évolution supérieure à celle du PIB, mais on a vu qu'en pourcentage, en taux de pénétration, on est encore très, très loin. Et par contre, effectivement, on pourrait être, en tout cas ensemble, on pourrait être beaucoup plus efficace. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le secteur des assurances, les charges fixes sont très importantes. Et pour pouvoir vraiment se développer, faire de l'innovation, de la digitalisation, gérer les risques, ça veut dire qu'il faut avoir des équipes. Passer aux normes IFRS, ça va être encore des coûts importants. Les compagnies ont besoin d'investir. Et d'investir énormément aussi bien dans la formation, le recrutement de compétences particulières que sur leur système d'information. Et voilà. Et tout ça, il faut effectivement des moyens. Et les petites compagnies ne pourront pas y faire face parce que effectivement les charges fixes feront en sorte qu'elles qu'elles pourront sortir du marché, qu'elles ne pourront plus trouver leur place. Donc, bon, effectivement, il y aura peut-être des gens sages qui essaieront de se regrouper plutôt que de se battre à mort, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Espérons, espérons. Et si une dernière question au niveau du portefeuille produits et offres. Amine, on a vu avec Amine, il y a une concentration un peu dans la branche auto. Et il y a quelqu'un qui a dit l'assurance s'achète et ne se vend pas. Est-ce qu'il y a une occasion maintenant pour changer cette attitude dans le sens où l'offre des assureurs soit à la hauteur des attentes et surtout des agents économiques dans le pays au niveau protection, couverture et ainsi de suite? Oui, merci, c'est Lotfi. Merci pour l'invitation pour la TUJ. Effectivement, Lyon, l'essentiel de ce que nous faisons, c'est de l'automobile. C'est à plus de 45%. Et en soi, ce n'est pas très grave si ce n'était que c'était une assurance obligatoire, en fait. Quand on rajoute après l'assurance vie, qui est aussi une autre forme d'assurance obligatoire sur la partie assurance vie qui couvre les crédits, l'incendie aussi, où il y a des obligations d'assurance pour les entreprises, on voit que près de 2/3 de ce qu'on est en train de vendre, ce sont des assurances obligatoires. Et donc, c'est bien l'adage qui dit que l'assurance s'achète et ne se vend pas. Et on doit aujourd'hui faire un effort considérable pour progresser sur cette partie-là, pour innover, imaginer de nouveaux produits, de nouveaux canaux de distribution, une autre force commerciale un peu plus persuasive, pour faire en sorte que déjà ce qui est obligatoire soit un peu plus enrichi par des garanties nouvelles et innovantes, ou elle a carrément créé de nouveaux produits. Une fois qu'on a dit ça, c'est ce qu'on dit depuis 10-15 ans, mais la réalité sur le terrain est en train quand même de changer. C'est-à-dire que la part de l'automobile petit à petit est en train de baisser. On a vu ressurgir, par exemple, les 3 dernières années comme deuxième type d'assurance les plus vendus, l'assurance vie, alors que c'était la maladie il fut un temps. Aujourd'hui, la deuxième branche la plus vendue en assurance, c'est l'assurance vie. Il y a eu un grand effort qui a été fait ces dernières années, notamment par la banque assurance sur l'aspect épargne, pour accélérer sur cette partie-là. Et il y a d'autres créneaux qu'il va falloir développer. Lyon, à mon avis, l'un des sujets les plus importants pour nous, c'est comment faire grandir ce gâteau, en fait. Vous
Vous avez évoqué Bekri, la consolidation, mais quand on est sur une activité qui a un taux de pénétration d'à peine 2 ou à 2,1%, alors que la moyenne mondiale est à 6, si on a action à 9 et à 10, vous voyez que l'enjeu interne à Lyon, c'est comment faire en sorte que le chiffre d'affaires d'assurance grimpe et fait du x3, x4 et pourquoi pas x5, et donc derrière accroître la protection financière des acteurs économiques. Parce que notre rôle est aussi, au-delà de ce qu'on est en train d'expliquer techniquement, c'est d'apporter aux ménages, aux entreprises, de la sécurité et de la protection financière. Quand on dit aujourd'hui que les assureurs paient bon an, mal an 1,2, voilà 1,3 milliard de dinars, c'est quand même 1200 millions de dinars. C'est un chiffre qui est assez conséquent et qui pourrait être le double, voilà, le triple de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc là, on serait dans notre rôle de coussin et d'amortisseur des chocs pour les acteurs économiques. Et le dernier point, je pense, par rapport à ça, en développant un peu plus l'assiette qu'on a aujourd'hui, on va bien sûr récolter beaucoup plus de fonds qui vont être mis, pareil, à la disposition des acteurs économiques pour financer l'État, pour financer les entreprises et donc jouer aussi notre rôle d'investisseur institutionnel. Aujourd'hui, on fait 6 milliards de dinars de placement. Ça pourrait être du x3, x5 gros doigt. Voilà. Merci, c'est Skander. Dernier volet, Amine, dans votre présentation, vous avez fait allusion à d'autres marchés comme le Maroc. Je sais aussi, je connais très bien l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Afrique de l'Est. Alors, on est au-dessous de ces taux de pénétration et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans votre rôle là, comme réassureur? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui a permis au Maroc ou l'Afrique du Sud de vraiment nous surpasser dans ce sens-là? C'est quoi la différence? Il y a plusieurs facteurs, Lotfi. Plusieurs facteurs. Il y a une volonté pour accrocher des marchés et à cibler d'autres tranches de la population. Il y a aussi une volonté vers l'innovation, mais là, sans blâmer les collègues de l'industrie, il y a aussi beaucoup de stabilité économique et de croissance, et aussi beaucoup de stabilité politique. Chose qu'on n'a pas vécue depuis une dizaine d'années, alors que le marché progresse à merveille dans un contexte hyper difficile. Donc, pour revenir à ta deuxième partie de la question, en tant que réassureur, on se positionne par rapport à des marchés stables, déjà une première condition, des marchés qui sont demandeurs de nouveautés et aussi des marchés qui sont potentiellement qui reviennent in fine. Nous, réassureurs, sommes toujours derrière un return ou bien un retour. Donc, comme l'a précisé Madame Harouche il y a quelques minutes, le marché tunisien reste trop petit. Alors, c'est toujours la même contrainte. On grandit tout en étant petit, ou bien on investit sur ce qu'on a et on se développe doucement. C'est toujours la discussion que j'ai avec les professionnels du secteur. Mais tout en étant tunisien, avec la situation actuelle en Tunisie, je pense, hein, ça reste un avis personnel, j'engage pas mon employeur là-dessus. Je pense que miser sur les acquis et développer, même sur les assurances obligatoires, même avec ce type de concentration, c'est déjà de l'acquis. Très bien. Juste ملاحظة رجعت نتكلم الفرنسي خاطر j'ai eu deux remarques il vaut mieux parler français. Donc voilà, c'est peut-être mon accent arabe. تبدل برشا. On passe à la deuxième section. La deuxième section, on est là dans des circonstances très particulières, difficiles, pénibles.
et qui a touché toute la société, toute l'économie, plusieurs secteurs. Et le secteur assurantiel n'est pas exception. Donc, on voit des impacts de Covid-19, des impacts immédiats, des impacts dans le moyen terme et ainsi de suite. Alors, on va analyser un peu en commençant par une vue globale, et encore une fois, merci Amine, avec des chiffres et des lettres. Qu'est-ce qu'on voit comme conséquences ou des impacts Covid à l'échelle internationale? Amine. Merci Lotfi, encore une fois. Je reviens. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on voit. Oui. D'accord. Donc, la situation dans le monde, déjà par rapport à la chronologie de la crise, je vais aller très rapidement là-dessus. On peut détecter 3 phases et en toute simplicité de cette crise sanitaire qui a commencé depuis décembre 19. Comme première phase, il y a eu une attention particulière au niveau des assureurs et réassureurs vie, et principalement vie et santé. Et c'est dû au nombre qui a augmenté en exponentiel en Asie. Et pendant cette période, on a tous remarqué que l'Europe devient vraiment le centre du Covid-19. Mais à partir de mi-mars, il y a eu cet événement planétaire qui est le confinement, qui a impliqué 80 pays et un peu plus que 3,5 milliards d'individus à travers le monde. Donc, on était tous bloqués à la maison, même pas arrivés aux escaliers de chez nous. Il y a eu un arrêt de trafic aérien, les fermetures de la majorité des commerces qui sont définis comme non essentiels, le travail à distance qui a pris la place au travail traditionnel. Et là, les assureurs et réassureurs ont pris connaissance de la difficulté de la période parce que, à part l'assurance vie et la santé, quasiment toutes les autres branches sont touchées. Si ce n'est par des sinistres, c'est par les conséquences qui vont venir après ce type d'arrêt immédiat et instantané de toute, disons, l'économie de ces pays. Maintenant, nous sommes dans une phase de post-confinement. On est là pour compter les pertes, mais il y a aussi une réaction qui s'est faite et un investissement qui s'est fait au niveau du télétravail ou le travail à distance. Et je cède la parole à notre ADG tout à l'heure pour en parler. Et le flou qui reste par rapport à cette période de post-confinement pose beaucoup de questions au niveau des réassureurs et d'assureurs à travers tout le monde. Alors, pour passer aux conséquences immédiates, on est à des pertes énormes. Je ne sais pas comment je vais. Voilà, on est à des pertes à 203 milliards de pertes. 106 sont des pertes estimées en risque, disons, assurantiel. Ce sont les sinistres liés aux pertes de licence, aux pertes d'exploitation ou à l'assurance vie et santé. Mais il y a aussi des pertes qui sont liées à l'investissement. Et c'est une situation qui n'a jamais été vécue par l'industrie de l'assurance dans le monde. Le vrai souci, c'est que cette crise n'est pas encore finie. Donc, toutes ces estimations ne restent que provisoires. Alors, les branches les plus touchées dans cette période restent la perte d'exploitation, mais aussi tout ce qui est annulation et report d'événements. J'ai un chiffre au premier trimestre. Les pertes des réassureurs en matière d'annulation et de report d'événements est à 800 millions de dollars, uniquement à la fin du premier trimestre 2020. Sachant que les événements vont venir pendant l'été, ce chiffre pourrait être facilement multiplié par 4, voire par 5.
Il y a aussi les branches d'assurance assistance à l'étranger qui a été durement touchée. Après, l'impact reste prévisible par rapport à l'industrie. On a vu des downgrades ou bien une baisse de la notation ou bien une révision de l'outlook. Là, je mentionne des noms de concurrents, malheureusement, mais il y a eu une annonce, donc je peux partager les noms. Et c'est des leaders de marché qui ont été touchés par ce type de révision d'Outlook. Il y a eu des décisions de sortie de marché et dernièrement, on a su qu'il y a déjà 2 réassureurs qui quittent le Dubai International Financial City, le DIFC. Après, ce qui touche le plus, en 1 minute au plus, Lotfi, c'est aussi l'interférence des gouvernements ou bien de la politique par rapport à cette industrie. On a vu la Cour suprême aux États-Unis qui imposait le paiement de sinistres à des réassureurs qui ont des actionnaires, qui ont une governance derrière eux, donc qui ne sont pas dans la charité, les Émirats arabes unis, le Liban. Et il y a toujours une pression énorme en France pour que, au niveau du Parlement, mais il y a toujours une résistance au niveau de la CPR qui est l'équivalent du CGA en Tunisie par rapport au paiement de sinistres qui ne sont pas payables. Je précise bien, ce sont des pressions de gouvernement pour le paiement de sinistres qui ne sont pas payables. Et du coup, on va arriver à une situation de conflit in fine entre assureurs et réassureurs qui pourrait ajouter encore des complications à cette situation. Alors, Lotfi, est-ce que je peux passer aux conséquences à court et à moyen terme ou Non, pas encore. Non, pas encore. Ok. Pas encore. Donc je reste sur cette note voilà, de conséquences immédiates. Voilà, parce qu'on veut engager nos intervenants dans un débat. Surtout sur la base, on a vu avant que la base d'avant Covid-19 était financièrement solide, plus ou moins, bien que le marché soit un peu fragmenté, mais quand même, le secteur en général s'en sort pas mal. Alors, maintenant, on est dans le contexte de Covid-19. À l'échelle internationale, ce que je rajoute un peu sur ce que vient de dire Amine, il y a aussi, on a vu surtout à Londres, marché de Londres, qui est un grand marché, le plus grand marché peut-être, à part les États-Unis, il y a des levées de fonds. Hiscox, ils ont fait une levée de fonds. Oui. Il y a 2 jours, Brit Insurance, ils ont fait une levée de fonds. Avant ça, il y a QBE, $1 milliard, ils ont fait une levée de fonds. Pas nécessairement parce qu'ils sont en difficulté, mais en anticipation. Donc, dans l'horizon, ils voient qu'il y a une évolution négative, que ce soit au niveau des provisions, il y a la volatilité au niveau du marché dans l'actif. Donc, des mesures de précaution peut-être. Et surtout pour ne pas tomber dans les agences de notation qui sont en train de réviser toute notation et qui est très importante au niveau du secteur. Donc, de ce point de vue-là, on fait un petit zoom donc, sur la Tunisie. Il y a, bien sûr, ce n'est pas la même taille, ce n'est pas les mêmes chiffrages, mais on est très intéressé. C'est quoi exactement l'impact du Covid-19 au niveau assurantiel d'abord et les branches touchées et ainsi de suite. Et en deuxième lieu, peut-être l'aspect financier dans l'actif, des placements et ainsi de suite. Alors, qui veut commencer? Bon, je vais commencer, c'est Lotfi. Bon, comme disait en fait si Amine, on n'aura pas en fait d'impact direct en fait de la crise d'un point de vue sanitaire important sur les compagnies tunisiennes, puisque fort heureusement en fait la crise sanitaire a été bien gérée. Donc jusqu'à maintenant en Tunisie on n'a que 46 morts. Ce qui fait qu'il y aura un impact très, très faible sur toutes les garanties d'essai qu'on peut donner dans les contrats
que ce soit des contrats d'assurance vie ou des contrats collectifs en assurance groupe maladie, en fait. Par contre, c'est les effets indirects qui peuvent être significatifs, même si en Tunisie, en fait, on n'a pas en fait de report d'événements, on n'a pas de grands événements qui sont assurés par les assureurs actuellement. Là où on peut avoir un impact en assurance santé, c'est probablement en fait l'impact sur les arrêts de travail. C'est quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer actuellement, mais on voit petit à petit, même maintenant, après le retour du confinement, une augmentation de tendance par rapport à ce qu'on observait par le passé. Ensuite, il y a les impacts indirects, finalement, sur l'économie. L'économie, les premières estimations parlent de 4% de contraction de l'économie tunisienne et des fois, on parle même de récession à 2 chiffres. Et ça, forcément, ça a un impact sur les assureurs, des baisses du chiffre d'affaires, hein, et notamment baisse du chiffre d'affaires sur les branches rentables, notamment les accompagnements en incendie, en risque divers de petites et moyennes entreprises. Et donc, moins de chiffre d'affaires, moins d'affaires nouvelles et donc moins de marge. On a bien évidemment un impact fort sur les impayés. Il y avait déjà en Tunisie un gros problème de recouvrement, hein, qui était l'un des grands soucis du secteur par le passé et qui va s'intensifier avec cette crise. Et puis, bien sûr et bien évidemment, l'impact financier qui peut être très important avec voilà, moins de revenus. Il y a eu déjà la baisse du TMM. Il y aura moins de revenus avec des dépréciations de titres. La bourse a baissé, je pense, depuis début mars de l'ordre de 15%. Et donc, on aura moins de dividendes et donc un impact très fort sur les produits financiers qui étaient finalement ce qui permettait aux compagnies d'assurance tunisiennes d'être bénéficiaires jusqu'alors. Parce que le ratio combiné global en Tunisie du secteur est plutôt proche de 100%, ce qui fait que les marges qui étaient faites par le secteur étaient faites surtout grâce aux financiers et non pas grâce à l'activité technique. Merci. Sur ce point-là, il y a bien sûr des aspects peut-être favorables, on peut argumenter. La question pour Siskander, est-ce qu'il y a un argument dans la branche auto, l'impact est peut-être favorable et ainsi de suite, c'est peut-être contrepoids vis-à-vis les impacts négatifs. Qu'est-ce qu'on voit sur le champ là, dans le portefeuille, dans le secteur? En fait, sur la sinistralité automobile, l'impact est assez clair, même si on n'arrive pas encore à le chiffrer précisément. Pendant le mois et demi de confinement, forcément, il y a eu beaucoup moins de circulation, voire pas du tout pendant le couvre-feu. Et donc, on a eu une baisse drastique des sinistres pendant on va dire les 4 semaines de confinement dur et plus généralement au bout des 6 semaines. Donc là-dessus, on aura probablement un impact plutôt positif. Par contre, on ne sait pas comment la situation va se développer. Le secteur automobile Tunis, au-delà de sa taille qui est prépondérante, on a aussi une autre spécificité, c'est que c'est un marché où le tarif est extrêmement régulé et réglementé et où techniquement la majorité, pour ne pas dire toutes les compagnies, perdent de l'argent sur de l'assurance pure. Et là, on se rattrape un peu, comme a dit Hassan tout à l'heure, c'est dans les placements financiers qui, eux, vont prendre un sacré coup. Et du coup, pour l'instant, l'un dans l'autre, on ne sait pas vers quoi on va aller, en fait. Et de toute façon, l'assurance, elle est toujours sur le terme lent, entre guillemets. Nous, on est là pour faire jouer la solidarité et la mutualité, en fait, entre les acteurs économiques et la mutualité dans le temps aussi.
C'est vrai qu'il y a des moments où on a moins de sinistres, mais à des moments où on a plus de sinistres. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des comptes au bout d'un an et demi, on voit ce que ça va dégager. Et si, in fine, on se retrouve avec un excédent, intégrant l'amélioration de la sinistralité, intégrant la baisse du placement, etc., en général, on revient sur l'hyper-compétition qu'on vit, et tout ça est redistribué indirectement et directement dans les tarifs. Ouais. Là-dessus, on est assez réactif dans les baisses tarifaires, mais la prudence nous impose en fait d'attendre quelques mois pour voir vers où ça va atterrir. Moi, j'insiste aussi sur un autre point, c'est que on va vivre une baisse de chiffre d'affaires. Nous, on a la chance de vivre depuis une dizaine d'années dans un secteur d'activité qui est plutôt dynamique, même s'il y a encore du potentiel, on n'est pas en train de le combler, de le réaliser totalement, mais on est sur une activité qui a fait une croissance de 7 à 10% en moyenne chaque année sur les 10 dernières années. Donc, c'est à peu près 2 à 3 fois l'évolution du PIB. Et on entrevoit pour cette année et l'année prochaine potentiellement une première baisse historique depuis 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est une problématique qui est assez sérieuse parce que, comme a dit Najla tout à l'heure, on a des coûts fixes qui sont assez élevés et on a des équipes pour servir ce chiffre d'affaires. Dans les scénarios qu'on a imaginés, on a pu aller jusqu'à moins 10, voire moins 15% de baisse de chiffre d'affaires dans les pires scénarios. Alors, heureusement, d'un point de vue sanitaire, on n'en est pas là. Le confinement a duré qu'un mois et demi, in fine, donc on va pouvoir revenir vite. Ce qui est certain, c'est qu'on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires sur ce mois et demi et la crise économique qui arrive là va aussi nous faire perdre énormément. Donc, tout ça fait que le bilan est encore difficile à faire. En tout cas, on est plusieurs compagnies à avoir fait des analyses d'impact chacun en ce qui le concerne. Et quasiment toutes, on affiche plutôt des baisses de résultats qui peuvent être significatifs. Je rajoute, Skander, sur la branche, c'est clair, sur la branche auto, mais sur la branche santé. Ce qu'on voit ailleurs internationalement, et je ne sais pas si c'est le cas aussi en Tunisie, les assurés, ils ont, à l'exception du Covid bien sûr, ils ont retardé leur consultation, que ce soit dans des maladies, et juste à cause du confinement, juste ou la peur peut-être, ou la capacité de l'infrastructure hospitalière. Est-ce qu'on voit ça en Tunisie, dans le secteur? Donc, est-ce qu'on s'attend à un rebond dans le sens pas Covid-19, mais dans la branche santé? Alors, c'est clair que la consommation en termes de soins a énormément baissé parce que tout le monde était à la maison et puis même ceux qui étaient malades avaient peur même d'aller se soigner, de peur de rencontrer le virus lui-même. Donc, du coup, depuis à peu près mi-mars, on a vu baisser très significativement la sinistralité maladie. Mais là, en reprenant, on voit qu'il y a aussi des comportements de consommation qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aller se rattraper, vérifier leur état de santé, et on ne connaît pas encore les soubresauts de ce qui va arriver après. On a aussi la chance en Tunisie, c'est que la prise en charge du Covid a été principalement faite par l'État. Oui. Et ça, c'était un point qui est très important et très différenciant pour la Tunisie. On a vu ça ailleurs, en Europe aussi, même aux États-Unis. La prise en charge était par l'État. Donc, on passe à un autre aspect des impacts de Covid. Madame Harouche, il y a bien sûr toute une révolution du jour au lendemain où le personnel doit travailler chez eux, doivent travailler chez eux. Alors, comment ça a été passé? Est-ce que le niveau de digitalisation dans le secteur en Tunisie a permis de garder une productivité assez, au moins, au même niveau, ou même une petite baisse, ou est-ce que c'était la catastrophe? Non, je dramatise un peu. Hein. Oui. Non, ce n'était pas du tout la catastrophe. Et puis, c'était vraiment un exercice très intéressant. Et on a été effectivement agréablement surpris de voir, bon, d'abord, le rythme d'activité a baissé. Donc, et les agences d'assurance étaient
était fermé. Donc, le secteur a pris déjà les mesures nécessaires pour que en tout cas, les assurances, notamment les assurances automobiles, restent valables même quand leur échéance arrivait pendant la période de confinement. Et on a reporté donc les délais de règlement. Mais par ailleurs, on a aussi continué, notamment sur la banque assurance, parce que chez Assurance Biad, donc, on travaille beaucoup avec la banque. On a rapidement un peu transformé nos… Déjà, on était sur un projet disons, de simplification et de digitalisation de nos process. Et c'était l'occasion de tester. Parce que, effectivement, tout ce qui est notamment sur l'épargne, les rachats d'épargne aujourd'hui, quand un client vient, les banques étaient ouvertes. Et donc, peut-être même s'il n'y a pas eu de nouvelles productions, il y a eu de la gestion de sinistres. Et on a réussi et même à améliorer les délais de règlement pendant la période Covid. Parce qu'effectivement, on a réussi à traiter de manière entièrement digitale les processus clients. Et ça a même accéléré donc, les délais. Sinon, effectivement, il y avait aussi des enjeux en termes d'équipement des collaborateurs, donc de sécurisation des accès. Étant donné qu'on est une compagnie qui a une taille quand même assez modeste, on a réussi un petit peu, bon, on a équipé au fur et à mesure la plupart des collaborateurs qui avaient besoin de travailler à distance. Alors, ça nous a aussi, nous, on avait en parallèle un projet disons, de stratégie digitale qui était en cours, et donc on a pu tenir toutes nos réunions à distance. Notre conseil d'administration qui a duré 5 heures à distance également, les comités risques, comités financiers. Donc finalement, et ça nous donne envie de continuer comme ça sur certaines choses. Voilà. Très bien, très bien. On va revenir sur ces sujets quand on aborde la section le futur et les leçons à tirer et le futur. Mais avant de passer à la troisième section, une dernière question, un dernier volet à Amine. Vu ce que les autres intervenants ont abordé sur le sujet assurantiel, moi il y a un autre atout, un autre aspect sur le monde de réassurance. On voit un peu de durcissement dans le marché international. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en Tunisie. Par contre, l'après-Covid-19, ça ne sera pas comme avant. Donc, ce qu'on appelle un hard market qui est en train d'émerger. Est-ce que ce que vous voyez, c'est Amine en tant qu'assureur, réassureur? Et déjà, merci Lotfi pour la question. Je pose toujours la même question. Est-ce que ma présentation est visible pour tout le monde? Oui. Merci pour la énième confirmation. Lotfi, moi, je voudrais rebondir sur la question travail à distance, juste pour donner mon idée par rapport à cette situation de Covid et de travail à distance. Allô? Oui, continue. Moi, je travaille avec plusieurs marchés et je peux confirmer que cette réactivité du marché tunisien, la mise en pratique de ce qu'on appelle Business Continuity Center ou Business Continuity Process n'est pas évident du tout parce qu'on est toujours resté dans des situations théoriques et même les alarmes qu'on faisait à chaque fois n'étaient pas prises trop au sérieux par les réassureurs eux-mêmes. Donc là, on était sur un cas pratique et je peux confirmer ou réconforter le marché tunisien qu'on n'était pas mauvais là-dessus. Il y a toujours eu des hommes clés par marché ou des hommes clés par département qui faisaient que les activités étaient toujours en process ou bien en continuation. Je reviens sur ma présentation.
il y a un seul slide là, l'autre fille. Donc, les conséquences à court et à moyen terme. Vous venez de parler du durcissement des conditions. Moi, je reviens un peu en arrière par rapport à ça. Je dirais, il y a même une relecture des conditions et des wordings parce qu'il y a eu tellement de flou par rapport à la lecture des engagements des réassureurs par rapport à cette crise sanitaire et crise économique que tout le monde s'est mis à travailler et à retravailler les conditions, que ce soit les conditions du marché direct ou bien les conditions de réassurance. Après, certainement que le coût actuel de la crise sera obligatoirement l'un des facteurs à mettre dans nos machines de tarification pour les affaires à venir. Juste une petite parenthèse par rapport à la Tunisie qui n'a pas été frappée jusque-là par la crise sanitaire ou bien par les sinistres actuels dus au Covid-19. Je ne pense pas qu'il y aurait un impact vraiment majeur par rapport à la réassurance. Il y aurait des ajustements, c'est clair et c'est certain, par rapport à des conditions, par rapport à des extensions ou bien des exclusions, mais je ne vois pas un impact similaire à celui qu'on aurait aux Émirats arabes unis ou bien en Égypte ou quelque part en Europe centrale. Après, bien sûr, on a parlé du repositionnement stratégique par rapport à la notation et révision des notations des uns et des autres. Il y a toujours un repositionnement par rapport au marché ou bien par rapport à des branches d'activité. Il y a un réassureur du top 3 qui vient de prendre la décision de ne plus souscrire les polices d'annulation ou bien de report d'événements. Et là, ça va laisser un grand vide pour justement revenir à un allègement de la concurrence et par conséquent le durcissement des conditions. Après, un sujet qui était très cher, Lotfi, c'est les InsurTech. Les investissements au premier trimestre ont augmenté de 960 millions de dollars, donc on est quasiment à 1 milliard de dollars d'investissement. Et pour revenir à ce que disait Madame Hazouch, c'est là où on voit l'apport des InsurTech, des applications, pas uniquement InsurTech dans le sens application ou bien allègement via digitalisation, c'est aussi allègement de la procédure via les outils informatiques. C'est très important et ça va nous permettre de gagner quelques points et de grignoter quelques points dans nos charges de gestion liées à la production ou bien liées au sinistre. Un dernier point, d'autres qui sont m'attarder, il y aurait certainement une accélération de la tendance qui existe déjà par rapport aux fusions-acquisitions. Archery, on vient d'acquérir Barbican Group en Grande-Bretagne. Il y a aussi le projet Covia Partner qui vient de tomber dans l'eau. Malheureusement, Covia vient de céder cette tentation d'acquérir Partner. Il y a toujours les grands courtiers Aon et Willis qui travaillent sur leur fusion. Et du coup, il y a déjà cette tendance, mais on voit qu'elle va s'accélérer. Et on espère que cette tendance va aider des assureurs et des réassureurs à éviter la faillite dans les prochains trimestres. Voilà de mon côté les conséquences à court et à moyen terme. Très bien. Peut-être c'est tôt pour le cycle de renouvellement en Tunisie pour les traites. C'est un cycle de janvier, c'est ça? Écoute, la plupart, c'est au mois de janvier. Mais comme je l'ai dit, et je le redis encore une fois en étant plus précis, il y aura certainement un durcissement des conditions, pas uniquement à la tarification, mais il y aura
plus d'attention des réassureurs par rapport aux conditions, par rapport aux exclusions, par rapport même à la procédure de gestion, la gestion des sinistres, le suivi des gros sinistres. Mais par rapport à la tarification, il y aurait, je reste dans le conditionnel, il y aurait un impact, mais ça ne sera pas le même impact de durcissement qu'on verra sur des marchés qui ont été très bien frappés par le Covid-19. Juste pour ajouter à vos mots, nos chers intervenants. Hein. Donc, il y a les chiffres d'affaires, il y a le recouvrement, il y a pas mal d'aspects. Il y a bien sûr l'actif, surtout au niveau placement et tout ça. Donc, mais grosso modo, j'ai la perception, on va voir ça avec nos participants. Et, il y a pas mal de questions déjà. J'espère que Rim, on est en train de suivre des questions. On a 46 questions peut-être en commentaire, mais on va laisser ça pour la fin. Mais certainement, il y a beaucoup de questions et vu l'incertitude du moment. Alors, sur cette base-là, là, on est peut-être on est en train de sortir un peu de la crise, espérant sans rebond. On parle de l'après-Covid. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qui va changer? Au niveau, bien sûr, opérationnel, au niveau assurantiel et surtout au niveau vis-à-vis client et le marché. Ce sont des discussions peut-être qui ont déjà commencé. Peut-être on n'a pas les réponses pour toutes les questions, mais quand même, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui? On commence par ces scandales. Oui. En fait, ce qui est certain, c'est que notre façon d'opérer va devoir changer par rapport à avant. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette période-là était un formidable tremplin pour accélérer tous les projets de digitalisation qu'on avait dans nos compagnies et sur lesquels on a peut-être appris un peu trop de temps. Et effectivement, en 6 semaines, nous, en tout cas, on n'a pas chômé. On a fait en sorte que près de la moitié de nos effectifs puissent travailler en télétravail, puissent accéder au système, puissent accéder au dossier. On a continué, et c'était un point d'honneur pour nous de continuer à régler nos sinistres, même à distance, de chez nous, avec des plateformes bancaires qui, elles aussi, ont bien progressé, nous ont permis de régler des sinistres maladie, des sinistres automobiles, des sinistres vie. Et on a continué à régler, même si le rythme a baissé par rapport à d'habitude. Et finalement, on se dit au retour, c'est que la tentation, là on est à la 3e semaine de retour à quasi normal, la tentation est très facile de revenir au mode de fonctionnement d'avant. Donc c'est une opportunité qu'il faut vraiment saisir pour dire qu'on est capable de faire des choses différemment, plus rapidement, d'avoir le client au centre et puis d'accélérer toutes les démarches. Ce qui est certain pour nous, pour l'après-Covid, c'est qu'on continuera à faire du télétravail, bien que il n'y a plus de confinement, et on va probablement mener des expériences où chaque collaborateur aura la possibilité de travailler à distance quelques jours par mois ou par trimestre, pour justement rendre notre façon de travailler digitalement ou même la continuité d'activité un peu plus robuste. On a aussi appris à ce que la réunion, c'est bizarre à dire, mais que les réunions peuvent ne pas se faire en présentiel. Nous, on est présents dans 4, il y a le siège, on a 4 autres délégations régionales. Et à chaque fois, pour se rencontrer, on faisait le déplacement. On a aussi un réseau très riche de 130 points de vente. Et à chaque fois, on ne se voyait que physiquement. Et ben, on a appris à faire des réunions disciplinées à distance. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va maintenir, on va continuer à accélérer. Après, il y a des projets qui sont un peu plus sur le fond, de dématérialisation des documents, d'orchestration de process, etc. Et ça, je pense que dans toutes les compagnies, c'est quelque chose qui est aujourd'hui sur la table et sur lesquels on va pouvoir accélérer. Il y a une autre chose aussi qui a été intéressante pendant cette période-là, c'est que dans une phase de repli, forcément tous les intermédiaires et nos agents, les courtiers, etc., ont été eux aussi mis au confinement, et donc le service client a été servi différemment finalement. Et on est dans une activité, nous, qui est très intermédiaire, ce qui nous permet d'être au plus proche des clients, et ça c'est une force.
mais du coup, nos bases arrières ont pris peut-être l'habitude de ne pas être directement au contact du client. Et cette phase-là était pour moi une phase clé, parce que finalement, on a dû se mettre un peu plus en avant et gérer les clients en direct. Et je me dis que sur l'après-Covid, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on maintienne, plus comme un outil ou un support des réseaux qui sont importants dans la proximité, mais comme support supplémentaire qui peut les aider dans leur façon de travailler tous les jours. Voilà. Sinon, le dernier point, il y a beaucoup de compagnies en Tunisie, dans Ami Assurance, qui a mis aussi des services en ligne de déclaration de sinistre, de paiement en ligne, de réclamation par Facebook, par chatbot, etc. Et ça aussi, c'est une expérience qui était très riche. Alors, on n'est pas encore sur des taux d'adoption très très hauts, hein. On parle de quelques dizaines, centaines parfois de clients ou de adopters, mais c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir surfer pour le futur et faire en sorte que nos clients commencent à les utiliser. Pour nous aussi, c'était l'occasion de communiquer différemment. Nos pages Facebook, LinkedIn, Instagram et autres TikTok, etc., on a appris même de nouvelles choses, ont été pris d'assaut et du coup, on a profité pour être un peu plus actif là-dessus. Avec de la communication, de l'information, du support aussi. On a répondu à des réclamations via ces canaux-là. Et somme toute, sur les 2 derniers mois, on a vu un niveau d'engagement ou d'interaction qui a été multiplié par 10, voire 15 sur Facebook pour nous. Et c'est un canal aujourd'hui de communication qui devient primordial. Alors, on n'en est pas encore à de la vente ou à des services bien poussés, mais en tout cas, le lien a été créé. Pour nous, c'est important parce qu'on a déjà un réseau qui est assez étendu et une grande proximité physique. Et là, on est en train aussi de créer un autre type de proximité. Voilà. Merci, c'est très bien. Donc, il y a une conversion et c'est un catalyseur peut-être qui va pousser vers une transformation de profondeur. C'est Hassan. Donc, on peut saisir cette opportunité, mais reste. Est-ce que le cadre général dans le pays, surtout au niveau légal, juridique, on accuse toujours le secteur d'être un fond de paperasse. Est-ce que ça va changer aussi? C'est-à-dire on peut digitaliser tout ce qu'on... La technologie est là, on peut faire ça. Mais est-ce que c'est acceptable dans les cours de justice, dans l'administration? Est-ce qu'on est en tandem? Est-ce qu'on est en train de bouger en tandem? Oui, effectivement, comme disait Skander, en fait, la plupart des compagnies d'assurance ont entamé depuis quelques années en fait des projets de transformation digitale. Sauf que l'écosystème aujourd'hui, on est très dépendant de l'écosystème, que ce soit vis-à-vis des tribunaux, je donne ou même dans l'activité classique d'un assureur, ce qu'on a observé pendant la période de confinement, pendant les 6 semaines, on a pratiquement fait 0 encaissement, même s'il y a des encaissements en ligne qui ont été mis disponibles auprès des assurés, sauf qu'il y a eu très peu d'encaissements. Pourquoi? Parce qu'en assurance automobile, par exemple, l'assuré, à partir du moment où il doit payer pour avoir son attestation d'assurance, qui, elle, est en papier, on imagine très mal des assurés payer sans avoir de contrepartie, sans avoir de documents ou d'éléments prouvant en fait qu'ils sont couverts. Et donc, l'un des sujets pour lesquels on doit pousser nos secteurs, c'est que tout l'écosystème change et on doit travailler dessus, notamment avec les autorités publiques, pour qu'on ait une attestation digitale qui soit acceptée par les forces de police. Et en plus, il y a déjà eu un travail formidable initié par le régulateur, qui est la centrale des risques, qui permet de savoir à n'importe quel instant si tel véhicule est assuré et auprès de qui il est assuré. Donc, il y a un travail de fond qui a été fait, mais maintenant, il faut digitaliser tout ça et aller jusqu'au bout. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que le process n'est pas entièrement digitalisé. Il y a des bouts de process qui sont digitalisés et il y a un gros travail qui a été fait par les compagnies, mais il y a l'écosystème qui, lui, n'est pas digitalisé. Je cite aussi les tribunaux, en fait.
Aujourd'hui, par exemple, quand on a un sinistre corporel pour lequel on va en contentieux, on peut, aujourd'hui, nous, à la Star, on a tout digitalisé de bout en bout. Quand on reçoit un jugement ou on reçoit un courrier d'un avocat qui demande une transaction, on est en train de tout numériser, ça passe dans la GED, c'est interfacé avec notre système de gestion et nos gestionnaires des sinistres corporels étaient en train de travailler de chez eux à distance. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on veut payer l'huissier notaire qui va donner l'argent à la victime, il faut récupérer la grosse de jugement qui, elle, est en papier. Et donc, il faut donner rendez-vous à l'huissier notaire pour qu'il vienne récupérer un chèque et non pas, on ne peut pas aller jusqu'au bout et faire un virement. Et donc, là, on a vraiment tout un écosystème à changer. J'ai donné 2 exemples, là, les tribunaux et l'attestation d'assurance, mais on a plein d'autres qui aujourd'hui nous empêchent d'avoir des process complètement digitalisés. Donc, il faut aussi accompagner et pousser pour que toute l'administration et que, par exemple, la signature électronique aujourd'hui, elle n'est pas complètement digitalisée, même si maintenant, avec l'initiative Digigo, en fait, on va pouvoir démocratiser la signature électronique un peu partout en Tunisie. Merci Hassan. Dernière question donc à Madame Najla avant d'aborder les questions de nos participants, nos chers participants. Madame Najla, je veux aborder le côté humain, ressources humaines, personnelles. D'abord, cette transformation-là, est-ce qu'elle est stressante? Comment on a adopté et adapté à un nouveau monde, une nouvelle façon de travail, le télétravail et surtout dans l'horizon là, est-ce que ça va changer un peu les compétences, les profils des agents au niveau du personnel, le profil professionnel du personnel? Bon, ça va un peu de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie digitalisation, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement peut-être beaucoup de tâches qui restent liées au papier, aux échanges manuels, à des choses qui peut-être nécessitent pas de fortes compétences. Et de toute façon, on a certainement que la digitalisation permettra de faire d'abord de libérer du temps pour faire des choses avec à plus forte valeur ajoutée, soit pour les mêmes personnes, soit pour d'autres. La prise en charge, une meilleure prise en charge du client, ce n'est pas seulement à travers les outils, mais c'est aussi à travers une plus grande disponibilité pour expliquer, pour être à l'écoute. En tout cas, nous, c'est un peu ce qu'on a ressenti parce que effectivement, on était plus disponible pour écouter le client via Facebook, répondre à ses questions, les mails. En tout cas, l'interaction est devenue beaucoup plus directe. Ce n'est pas juste un papier qu'on dépose. On appelle quelqu'un et bon, ça se passe déjà au niveau des agences, mais c'est encore mieux quand il y a une autre relation au temps quand on passe au digital. Donc, ça, c'est certain. Bon, ça veut dire qu'il y a des impacts, certainement, effectivement. Nos collaborateurs sont sollicités quelquefois. Alors, les horaires administratifs ne sont plus les mêmes. Alors, on a un peu de mal parce qu'il faut quand même synchroniser et qu'on travaille tous ensemble en même temps. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens étaient beaucoup plus disponibles pendant une plage horaire plus longue. On n'a plus le temps de transport. Le soir, quand on n'a pas fini quelque chose, on a même nos équipements. Les gens sont équipés de PC, ils peuvent répondre aux mails, ils peuvent faire des choses. Est-ce que c'est devenu 24/7? Non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pour ceux qui le veulent, oui. Donc, en tout cas, paradoxalement, en tout cas, ceux qui avaient accès au télétravail ont peut-être été plus efficaces, disons, pendant cette période. Alors, il ne faut pas aussi qu'il y ait des laissés pour compte des gens dont les tâches au quotidien ne peuvent pas être faites en mode télétravail.
Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des reconversions, certainement, si on évolue dans le digital, il y aura des reconversions à faire. Et je voulais juste rajouter un peu à ce qu'ont dit Hassan et Skander tout à l'heure, c'est qu'au niveau du secteur, on avait, même avant le Covid, entamé déjà quand même quelques projets pour justement accélérer le digital, notamment quand on avait travaillé sur le code des assurances. Il y a toute une étude qui a été faite sur justement comment on pouvait développer l'assurance à travers le digital. Et il y a eu toute une étude qui a été faite qui a été sous l'égide de l'AFTUSA pour identifier tous les freins, surtout le long des process, et voir un peu quelles étaient les réglementations à changer, pas seulement les réglementations propres à l'assurance, mais des réglementations, notamment, comme disait Hassan tout à l'heure, la signature électronique. Il y a des choses effectivement qui peuvent se faire peut-être à court terme, d'autres avec un peu plus de temps, mais comme on voit que même au niveau des pouvoirs publics aujourd'hui, il y a une plus forte conscience sur effectivement l'impératif d'abord de digitaliser les process même au niveau de l'administration, mais et au niveau de l'AFTUSA, justement, un des projets, c'était justement le fameux projet de dématérialisation des échanges entre les compagnies, qui vont permettre non seulement d'être plus efficaces, de gagner en productivité chez nous, mais aussi d'indemniser beaucoup plus rapidement les assurés. Et sur ça, donc, il y a un projet qui a déjà démarré, qui a été un petit peu retardé, disons, par le confinement, mais qui va certainement reprendre. Et j'espère qu'on… D'ailleurs, aujourd'hui, même les commissions qui se tiennent à l'AFTUSA sur les dossiers un peu litigieux, les gens ont gagné beaucoup plus de temps, ils le font à distance, ils sont très contents, on échange par mail, par scan, alors qu'avant, c'était vraiment des réunions présentielles avec des dossiers qui font le tour de la table, chacun lit le dossier, donne son avis. Là, je crois que ce sont de bonnes habitudes qu'il faudra maintenir et sur lesquelles il faudra capitaliser. Et effectivement, il y a d'abord de l'économie de transport, carburant. Environnement, oui. Pour l'environnement, ce sera très bénéfique. Donc, les réunions à distance, c'est magnifique. Très bien, très bien. Sur cette note positive, on passe à Rim. On a pas mal de questions. Moi, je vois au moins une soixantaine là. Donc, on peut faire un peu de triage sur thème. Et Rim, à toi la parole. Merci beaucoup pour la qualité des échanges et pour le débat. Merci Siamine, la présentation est très demandée. Tous les participants demandent à voir les slides. Merci, il y en a plus, Rim, comme tu le sais. Donc, si on pourra partager sur la page ATUJ LinkedIn, ou c'est comme vous voulez. Très bien, ça marche. En tout cas, il y a uniquement des détails qui vont passer au 3DG uniquement. Après, on va… Et Rim, rappelle nos chers… Merci beaucoup. Rappelle nos chers participants qu'il y avait 100 pages dans la recherche menée avec tous nos remerciements, Amine. Merci Émile pour le travail. On a dû réduire les slides justement pour ne pas passer, trop de temps. Il n'y a pas de souci. Juste une remarque par rapport à la langue. En fait, on a dû switcher en français parce qu'on a certains participants qui ne sont pas du tout arabophones. Donc, ils nous suivent de divers pays en fait et ils ne comprenaient pas l'arabe. C'est pour ça que j'ai demandé à Cyril, le modérateur, de passer à la langue française. Alors, par rapport aux questions, en fait, justement, il y en a beaucoup. Alors, on ne va pas tous pouvoir les traiter, malheureusement. J'ai essayé de les organiser par thème. Alors, le premier thème, en fait, c'est sur les produits. Alors, cette crise, elle est bien évidemment, il y a du mauvais, mais aussi du bon. Donc, en fait, les participants vous demandent si ça ne va pas être l'opportunité, en fait, de travailler sur de nouveaux produits qui peuvent exister ailleurs, mais qui aujourd'hui n'existent pas ou sont très peu développés en Tunisie, notamment alors l'assurance chômage
et aussi la micro-assurance en fait pour pouvoir cibler, élargir le marché et cibler en fait les catégories à faible revenu. Est-ce que vous voyez que cette crise va être l'opportunité de développer ce type de produit? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la question. Je cède la parole. Je peux m'essayer. En fait, ce qui est frustrant dans cette crise-là, en tout cas pour nous, assureurs, c'est de ne pas être de la partie, en fait. Parce que notre métier, finalement, c'est d'apporter de la protection financière et de la stabilité aux ménages et aux acteurs économiques. Et dans ce cas-là, on voit, et on l'a dit, même si, alhamdoulilah, on n'a pas été touché in fine, on a craint à un moment que on allait payer beaucoup de sinistres sur l'assurance vie ou sur la maladie, mais la gestion de la crise sanitaire a été plutôt bonne et donc ça n'a pas eu lieu. Mais par contre, sur tout le reste, notamment la perte d'exploitation ou les annulations, etc., le problème de la pandémie, c'est que c'est un risque qui est un peu systémique et qui est à l'encontre du principe même de l'assurance. Nous, on gère la solidarité finalement entre les assurés en faisant jouer la loi des grands nombres. En gros, tous les assurés ne vont pas être touchés tous au même moment et au même endroit. Et les pandémies, malheureusement, ont ça de spécifique, c'est qu'ils peuvent toucher tout le monde en même temps. Et du coup, c'est très difficile d'imaginer des produits qui répondent à ce risque-là. Et la discussion est mondiale. Hein. Emine pourra témoigner. Il a même précisé que dans certains pays, les autorités ont obligé les compagnies d'assurance et de réassurance à régler. En général, c'est un risque qui est extrême. Ceci étant dit, dans pas mal de pays, les assureurs avec les autorités sont en train de s'organiser pour imaginer un produit, ou en tout cas une couverture, qui a un premier niveau assurantiel, en tout cas qui peut devenir assurantiel, parce qu'avec des limites et des cadres de fonctionnement qui sont assez clairs, qui devient soutenable pour le secteur, et puis un complément qui est plus à fournir par les autorités. Et moi, en tout cas, on est plusieurs dans l'assurance et la réassurance tunisienne à appeler les autorités à réfléchir ensemble sur un mécanisme qui pourrait, d'ici quelques années ou décennies, j'espère, aider en tout cas les acteurs économiques et les ménages à faire face. Pareil pour les catastrophes naturelles, il faudrait aussi qu'on fasse la même chose pour pouvoir être au rendez-vous à ces moments clés. Voilà. Rim, je peux rajouter comme un suivi à faire. Là, moi, je confirme, on est prêt. Là, bien sûr, on est diaspora, on est à Londres. Amine peut intervenir comme réassureur. Mais au niveau Accenture, j'ai des relations avec Swiss Re. Je sais que très bien qu'on peut, avec peu de temps, on peut se mobiliser même comme volontariat à ce sujet et avancer un peu ce projet parce que vraiment ça me tient au cœur, moi. Tout ce qui est CatNat, tout ce qui est pandémie, protection, le rôle fondamental de l'assurance comme agent, avec bien sûr dans des cas pareils qui risquent systématiques avec un partenariat avec le public, le gouvernement et l'État. Mais ça me fait un peu mal au corps. Je vois d'autres pays émergents, même au Maroc, même en Amérique latine, où il y a en Algérie même, pour les tremblements de terre, il y a des structures pareilles pour protéger la société. Et en Tunisie, on traîne encore et on discute, mais sans résultat concret. Donc, la réflexion est lancée alors. Voilà. Et sinon, c'est ça le challenge. Sur la partie micro-assurance, c'est un point qui est assez intéressant et très important pour moi parce que finalement, moi je suis convaincu qu'un des leviers d'amélioration du taux de couverture ou du taux de pénétration, c'est la diversification de la distribution. Et aujourd'hui, les réseaux traditionnels qu'on a servent très bien les particuliers, les grandes entreprises, les PME, mais on n'arrive pas à toucher forcément tous les professionnels, on n'arrive pas à toucher les clients de la microfinance, etc. Je pense qu'on a un vrai enjeu de diversification des distributeurs pour aller chercher le client là où il est.
Un petit mot, Lotfi, par rapport à la micro-assurance. Là, on est resté pendant une quarantaine d'années dans un cycle de catastrophes ou bien incendies ou bien inondations, puis dotation et aide gouvernementale. Alors que cette petite aide gouvernementale, s'il y a une petite ponction de quelques points qui vont aller alimenter les caisses des assureurs via des mécanismes de micro-assurance, c'est clair que ça va créer la valeur, la création de la valeur dans un sens économique du mot, doublement. Déjà, c'est un channel qui va vers des investisseurs institutionnels et du coup, c'est l'économie qui en bénéficie. Et de deux, tu as une population qui ne dépend plus de l'État pour juste taper sur les portes à la tombée de la nuit pour demander des aides. Alors que s'il y a assurance, les 200 dinars seraient peut-être 20 000 dinars d'indemnisation. Donc, il faut voir la micro-assurance d'un double côté de création de valeur, ménage et aussi investisseurs institutionnels. OK. Rim? Merci beaucoup. Donc, nous espérons que la réflexion sera lancée et qu'il y aura développement de nouveaux produits. Alors, le deuxième volet, en fait, porte sur les défis opérationnels du secteur. Alors, vous avez tous donc parlé de la digitalisation et de sa nécessité. Alors, certains participants, en fait, aimeraient savoir, justement, puisque la digitalisation semble être une priorité pour la prochaine période, est-ce que ça va être l'occasion de voir une baisse des coûts? Est-ce que les consommateurs devraient, suite à la digitalisation des services, avoir une baisse des frais des produits d'assurance? Mécaniquement, de toute façon, aujourd'hui, la base des coûts est assez élevée dans nos comptes. Elle est autour de entre 25 et même plus que 30 pour certaines compagnies des primes. Et mécaniquement, le fait de digitaliser, d'aller plus vite, forcément, va baisser cette base de coûts fixes et nous permettre d'être un peu plus compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit qu'il y a près de 30% du coût qui va dans les frais de gestion, c'est un chiffre qui est énorme. Ce n'est pas très différent de certaines économies, même développées sur l'assurance automobile, mais il y a d'autres pays qui arrivent à avoir des bases de coûts qui sont autour de 15 et 20%. Et je pense qu'en digitalisation, en digitalisant, on peut gagner 5 à 10 points de frais de gestion. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on doit s'attendre à des partenariats avec des opérateurs mobiles comme on peut le voir en mobile banking, par exemple? Est-ce que l'assurance peut faire ce genre de choses? Clairement, c'est une vraie… Oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Clairement, c'est une vraie opportunité qu'il faudra saisir. Hein. Quand on voit ce qui se fait dans certains pays d'Afrique australe, il faut qu'on profite justement de l'accélération de ce dossier chez les banques, hein, notamment le mobile payment, justement pour payer les différentes aides, etc., et l'accélération de ce sujet par les banques dernièrement. C'est un socle qui peut être très utile pour les assureurs, et tout particulièrement si on développe en parallèle la micro-assurance. D'accord. Merci beaucoup. Le troisième volet porte sur la partie réglementation. Alors, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Vous avez répondu, si Hassan, au début, par rapport à la situation de la réglementation tunisienne qui est entre Solva 1 et Solva 2. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des leçons à tirer de la crise actuelle? Est-ce que le modèle tunisien est bon? Est-ce qu'il est assez résilient? Est-ce qu'on doit passer rapidement à des normes beaucoup plus internationales? Enfin, on est en train de passer à IFRS. Est-ce que ça va être l'occasion d'aller beaucoup plus vite vers Solvabilité 2? Voilà. Comment vous voyez les choses par rapport à la réglementation, en fait?
Alors, si on parle de solvabilité 2, il y a du bon et du mauvais dans solvabilité 2. Hein. Il y a le sujet quantitatif, finalement, de calcul du capital minimum, qui est une bonne chose. Mais bon, dans solvabilité 2, il y a plein de sujets un peu rébarbatifs, de reporting, etc., extrêmement compliqués, qui demandent beaucoup de ressources sans valeur ajoutée. Mais le volet contrôle interne de solvabilité 2 et le volet quantitatif de calcul de la marge de solvabilité et du capital de marge de solvabilité minimum est absolument nécessaire pour que nos compagnies soient capables de résister face aux crises et face aux probabilités de ruine finalement. Bon, la crise, si elle s'allonge, va peut-être nous dire finalement si on est, parce que c'était l'une des premières questions, si on est un secteur solide ou pas. Mais clairement, les règles de solvabilité actuelles ne sont pas adaptées, puisque c'est des ratios simples sur la base des primes et des sinistres. Or, la nature des risques dépend des produits qu'on vend, en fait. Hein. Et donc, une approche de la solvabilité, peut-être pas exactement comme solvabilité 2, mais une approche par les risques, serait vraiment bénéfique pour mieux mesurer la solidité des compagnies d'assurance. Et je pense que le régulateur, le CGA, est en train de travailler sur le sujet en benchmarking avec d'autres marchés qui nous sont proches. Oui, sur ce sujet, c'est Hassan, je confirme, il y a une consultation ou un projet avec accompagnement international, Banque mondiale inclus, et c'est pour réformer un peu le régime prudentiel, c'est-à-dire le calcul du capital sur la base de risque. Oui. Un petit mot, Lotfi, juste 2 mots. Par rapport à une idée très personnelle. Moi, je pense qu'avant de passer à ces normes IFRS et tout le chantier qui va avec, il faut travailler beaucoup sur la transparence et la communication financière des compagnies d'assurance. Ce sont des compagnies qui font appel public à l'épargne, mais on voit que le niveau de transparence... Au niveau du reporting, tu veux dire, Amin? Reporting et aussi vis-à-vis, parce que je vois mal une société qui vire directement à ce type de normes sans qu'il y ait un minimum d'exercice avant. Donc, être déjà coté en bourse, pour moi, ça doit être un passage obligatoire avant de parler de ce type de normes qui sont pour moi dans une horizon 2040 en Tunisie à l'état actuel. En Arabie Saoudite, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui n'est pas cotée en bourse. Et cotée en bourse ne veut pas dire fluctuation de cours. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 ou 3 autorités de tutelle qui deal avec la compagnie d'assurance en matière de reporting et aussi en matière de transparence financière. Donc, pour moi, ce n'est pas uniquement une représentation d'état financier. C'est aussi une transparence qui passe après par une bonne représentation et une transparence envers les stakeholders. Rim, on a dépassé un peu notre temps alloué. Alors, on continue avec questions ou on met fin? Voilà, justement, en fait, je pense qu'on va clore avec le mot de la fin. Peut-être, Madame Harouche, s'il y a une leçon à tirer de cette crise pour finir, pour clore le débat, une leçon pour le secteur des assurances en Tunisie. Bon, je dirais pas une leçon, mais en fait, on a fait beaucoup de choses pendant ce mois de confinement. En tout cas, nous, on a beaucoup parlé entre nous, entre assureurs. On a beaucoup plus parlé que pendant les mois avant sur aussi bien les impacts de la crise et comment y faire face, mais également sur pas mal de sujets qui sont en commun. Alors, ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord, mais
Mais en tout cas, les échanges ont été très riches et je pense que s'il faut retenir une leçon, c'est qu'il faut qu'on continue d'abord à être solidaire et ensuite à faire face courageusement à ce qui ne va pas chez nous pour qu'on puisse corriger. Et en tout cas, on ne changera pas le secteur de l'assurance si les compagnies d'assurance elles-mêmes ne font pas l'effort chacune à son niveau et en étant et en jouant le jeu de manière effectivement transparente, pas seulement avec les clients, mais aussi avec les autres compagnies. Voilà. D'accord. Donc, le mot d'ordre, c'est la transparence. Transparence et solidarité avec nos clients et d'abord transparence aussi bien vis-à-vis de nos clients que vis-à-vis de des actionnaires, de ceux qui veulent connaître. Alors, le métier de l'assurance est un métier passionnant, le secteur aussi, mais il est très, très mal, mais les mécanismes de l'assurance sont très mal connus du grand public, ce qui amène quelquefois à des incompréhensions. Donc, il y a des efforts à faire de notre côté pour communiquer plus et pour effectivement faire face courageusement à nos problèmes, pour les traiter rapidement. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à tous les intervenants. Merci, Silotfi, pour la modération. Merci à tous les participants d'avoir suivi avec intérêt ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre en fait, les aspects du secteur des assurances qui a beaucoup de subtilité. Donc, nous essayerons donc de mettre la présentation de Siemine sur la page Facebook, comme ça vous l'aurez à disposition. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour un nouveau webinaire demain à la même heure, à partir de 17h heure de Tunis, pour un autre thème, consommer la culture autrement. Donc, continuez à suivre la page Facebook de la TUJ pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire. Sur ce, on ne va pas vous retenir plus longtemps. L'heure de la rupture est proche, Fitouns. Donc, on vous souhaite tous Shehia Taïba et à très bientôt, Inch'Allah. Shehia Taïba. Merci. Shehia Taïba, merci. Merci à tous et merci. Demain. Shehia Taïba.